RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Et un grand merci d'être toujours fidèle à De quoi je me mail, toute l'actualité tech. On va parler maintenant d'un service que vous connaissez tous, que vous utilisez tous quasi au quotidien. Il s'agit de Facebook. Facebook, évidemment, c'est le réseau social, mais c'est aussi en fait une incursion dans le hardware depuis quelques années qui est assez intéressante entre la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et puis plus récemment, il y a un an, ces petits cadres vidéo que l'on appelle Portal et qui permettent de communiquer via Facebook avec sa famille sans passer par le smartphone. On en parle avec mon invité aujourd'hui, c'est Lucas Perrodin. Bonjour Lucas Perrodin. Bonjour François. Vous êtes le directeur des ventes Europe de la VR et de la réalité augmentée chez Facebook. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que Merci, c'est vrai que j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines de venir chez Facebook France pour découvrir en fait toutes vos nouveautés en matière de réalité virtuelle et de tout ce qui est Portal en fait, de ces nouveaux assistants vocaux avec écran. On va en parler parce que c'est assez intéressant de voir que la stratégie de Facebook elle est beaucoup plus importante qu'un simple réseau social. Pourquoi justement cette diversification en fait chez Facebook ? Alors effectivement, nous avons au-delà des plateformes sociales des investissements technologiques différents et le hardware pour Facebook et la réalité virtuelle en général, c'est pour nous la vision, c'est d'inventer la nouvelle qu'on appelle computing platform en anglais, donc la nouvelle plateforme informatique, c'est-à-dire après la révolution du PC, après la révolution du PC mobile, la révolution du téléphone mobile, nous sommes convaincus et un certain nombre d'autres acteurs de l'industrie que la réalité augmentée avec un format lunettes réalité augmentée sera la prochaine plateforme informatique de demain. D'où l'achat d'Oculus il y a 3 ans L'achat d'Oculus il y a 3 ans, presque 4 maintenant. Voilà, ça vous a coûté quelques milliards cette histoire-là. Oui, enfin, effectivement. C'était une stratégie importante. On se souvient très bien de Mark Zuckerberg montant sur scène avec ses démonstrations de réalité virtuelle qui au départ ont surpris tout le monde. Imaginez avoir son univers Facebook. Moi, je me souviens, il y a peut-être 2 ou 3 ans, cette présentation où on voyait justement cette réalité virtuelle de Facebook avec nos amis qu'on pourrait, alors non pas toucher parce qu'on n'en est pas encore là, mais en tout cas voir dans un univers de réalité virtuelle. On en est où, tiens, justement, de cette démo qu'on avait vue ? Alors, tout à fait. Et chaque année, nous avons un événement de l'industrie qui s'appelle aussi Oculus Connect. Donc, nous en sommes à aussi 6 cette année, qui a lieu en septembre, aussi 7 l'année prochaine. Et il y a une mise à jour des informations par marque chaque année. Donc, cette année, nous avons annoncé Facebook Horizon, qui est notre plateforme sociale en réalité virtuelle sur laquelle nous travaillons, qui sera disponible l'année prochaine. D'accord, très bien. Voilà. Donc on va pouvoir, c'est-à-dire visualiser nos amis Facebook via ce masque de réalité virtuelle. Alors nos amis à travers leurs avatars pour l'instant. Oui, avec leurs avatars, oui, bien sûr. Et puis potentiellement jouer, regarder du contenu ensemble, le commenter, tout un tas d'interactions sociales très intéressantes, parfois très fun aussi, faire du karaoké, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va un petit peu rentrer dans les détails sur tous ces équipements hardware. Donc, il y a à la fois les masques de réalité virtuelle et augmentée, avec un nouveau modèle qui est sorti ou qui va sortir, que j'ai pu tester à Paris, qui en fait intègre des capteurs et qui permettent de ne plus avoir de télécommande en fait pour pouvoir jouer et pouvoir interagir avec le monde extérieur. Ça, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, quand il sortira ce masque-là, et puis surtout quels sont les logiciels qui seront disponibles et avec lesquels on pourra interagir ? Tout à fait. Donc, le casque lui-même est sorti. Il s'appelle Oculus Quest. Il est déjà disponible en France. On a des partenariats avec des retailers. Et ce qui change, c'est que le Quest a des capteurs embarqués qui nous permettent
pendant le cycle de vie du produit, de sortir de nouvelles fonctions. Et donc cette fonction qu'on appelle hand tracking va venir s'ajouter sur le casque Quest existant grâce aux caméras perceptives qui sont installées sur le casque. Elles vont permettre, à partir de janvier, février, enfin début de l'année, là, de ne plus avoir besoin de capteurs. Donc le casque reconnaît les mains et un certain nombre de gestes. Se toucher les doigts, c'est cliquer. Bouger vers la gauche ou la droite, c'est swiper, etc. Donc tout ça va être possible sur les casques existants et déjà commercialisés. D'accord, donc les casques ont déjà en fait le hardware, c'est ça ? Oui, exactement. Et donc c'est une mise à jour logicielle. C'est une mise à jour logicielle. C'est-à-dire que vous aviez prévu avant on va dire cette mise à jour-là, que demain on n'aurait plus besoin en fait de ces télécommandes pour pouvoir interagir. Mais est-ce que les télécommandes auront toujours un sens en fait pour certaines applications ? Oui, elles auront toujours un rôle parce que pour un certain nombre d'interactions un peu complexes, elles sont nécessaires entre le joystick, les boutons, la direction et l'utilisation des mains est bonne pour un certain nombre de cas d'usage, moins pour d'autres, parce qu'il faut avoir ses mains visibles, donc élevées, et tenir ses mains en l'air pendant un certain temps, ça peut être fatigant par exemple. Donc c'est vraiment, les deux cas seront encore utiles à l'avenir. L'idée, c'est de s'affranchir de tous les fils, on le voit. Voilà. Quand on se souvient du premier Oculus, c'était incroyable. On avait des câbles partout. Des capteurs. Des capteurs aussi. Ouais. Enfin voilà. Hein. C'est un peu comme HTC Vive qui évolue aussi, qui est un peu la solution concurrente. Aujourd'hui, vous êtes arrivé en fait à avoir un masque autonome sans aucun fil ? Exactement. Oculus Quest est vraiment un changement de dimension pour l'accessibilité à la réalité virtuelle. Parce qu'avant Oculus Quest, il fallait un PC avec une carte graphique très puissante, qui coûte relativement cher, 1500, 2000 euros. En plus, il fallait acheter un casque de réalité virtuelle, 500 euros, 400 euros, et il fallait installer chez soi des capteurs. Or, avec Oculus Quest, on peut faire tout ça, mais toute la technologie est intégrée dans le casque, il n'y a pas besoin de capteurs et il n'y a pas besoin de faire l'acquisition du PC. Donc le prix d'entrée dans la réalité virtuelle a diminué de 70%, puisqu'on n'a plus besoin d'acheter le PC, ou 75%. Donc effectivement, et évidemment, nous travaillons sur des form factors, sur des formats qui seront toujours plus légers, toujours plus autonomes, on va en parler, parce que c'est vrai que ça nous fait rêver, le fait d'avoir des petites lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Est-ce qu'on va y venir ? Mais je vais vous poser la question dans quelques instants. Mais c'est pour ça que la réalité virtuelle a du mal à décoller, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a quelques années, on criait à la révolution de la VR. On voit que certains acteurs se sont calmés sur ce sujet. On voit même qu'il y a des développeurs qui sont moins en pushy, on va dire, sur la réalité virtuelle. Facebook y croit toujours. Pensez que, en fait, quand il y a eu cette vague de VR, en fait, technologiquement, on n'était pas prêt. Vraiment ? Technologiquement, on n'était pas prêt. Nous le sommes de plus en plus. Il y a un changement fondamental qui s'opère aujourd'hui avec Quest. Les volumes sont très impressionnants. La demande est au-delà de nos espérances. Moi, je ne vois pas, et nous ne voyons pas une baisse d'intérêt pour les technologies réalité virtuelle, réalité augmentée dans l'industrie. Enfin, il suffit de regarder la presse technologique. Il y a des annonces de différents constructeurs chaque semaine et des rumeurs. Donc, il n'y a pas énormément de doute sur le fait que la réalité augmentée sera la plateforme informatique d'interface entre les humains et les machines. Augmentée virtuelle ou que augmentée ? Alors, augmentée, c'est vraiment le cas d'usage de masse. C'est-à-dire que lorsqu'on a des lunettes de réalité augmentée qui nous permettent de faire tout ce qu'on fait avec un smartphone et plus, avec j'ai essayé de parler français, des expériences en surimpression de la réalité, voilà, overlaid, surimpression. Là, on arrive à remplacer un certain nombre de cas d'usage. Donc là, on est dans des niveaux de pénétration d'usage qui sont dans les milliards d'utilisateurs. Donc ça sera vraiment la réalité augmentée. Mais la réalité virtuelle est également là pour rester. Pourquoi ? Parce qu'elle est immersive.
Donc, lorsqu'on a besoin d'ajouter des choses sur la réalité, on a besoin de réalité augmentée, mais il y a des cas dans lesquels on a besoin d'entrer dans un autre univers, dans une autre réalité. Il y a des cas, pour le gaming par exemple, ça c'est le cas aujourd'hui, mais par exemple pour ce qu'on appelle learning and development, donc tout ce qui est apprentissage, on doit être dans l'immersion, je sais pas, on a des cas aujourd'hui en VR qui concernent la médecine, apprentissage de la médecine, qui sont très performants, sur lesquels on voit qu'il y a une meilleure rétention des informations et moins d'erreurs après, et qui nécessitent d'être en immersion dans une salle d'opération. Donc on a besoin de réalité virtuelle pour ça. La réalité augmentée, pour vous, c'est vraiment ce qui va être le plus grand public ? C'est comme ça que ça se dessine ? La réalité augmentée va remplacer un grand nombre de choses que nous faisons aujourd'hui avec notre ordinateur, avec notre télévision, avec notre voiture, avec notre téléphone, et va ajouter des fonctions inexistantes aujourd'hui qui vont nous permettre de prévenir des accidents, de naviguer dans le monde, de faire l'acquisition de connaissances. Donc évidemment, ça va tout changer. Comme le mobile, on peut considérer ça comme la révolution du téléphone mobile. Alors on voit qu'il y a Microsoft qui investit beaucoup, qui pour l'instant est plus sur le marché professionnel avec HoloLens. On voit qu'Apple, enfin il y aurait comment dirais-je, des rumeurs comme quoi Apple aussi s'intéresse à la réalité augmentée. Vous, où est-ce que vous en êtes ? Parce que évidemment les masques Oculus sont plus de la réalité virtuelle de par leur taille, de par l'immersion qu'on a. La réalité augmentée, pour vous, c'est quoi ? Ça va être un nouvel appareil qui va sortir ou c'est une évolution de ce qui existe déjà ? Alors les deux. En ce sens, donc nous avons à Oculus Connect, justement, notre conférence, annoncé notre vision, notre cahier des charges réalité augmentée. Donc ce sont des lunettes avec moins de 80 grammes, 24 heures d'autonomie, localisables en permanence. Mais des lunettes, ça va, on n'est pas ridicule quand on les porte, ou est-ce que c'est encore... C'est un très très bon point. Elles sont aussi belles que les miennes ? Oui, exactement. Elles doivent être les lunettes que vous voulez porter. Et c'est extrêmement important. L'acceptabilité sociale sera un élément fondamental pour la diffusion de la réalité augmentée. On est d'accord, on ne peut pas avoir des trucs immenses. On ne peut pas avoir des choses immenses. Si vous avez des lunettes et que je n'en ai pas, je ne dois pas avoir l'impression que vous savez des choses sur moi que je ne sais pas, que nous ne sommes pas dans une relation équilibrée. Bien sûr. Donc je dois être capable de comprendre en permanence si vous utilisez la réalité augmentée ou pas. Je dois avoir le bon niveau de confort par rapport à l'existence de cette technologie dans le monde. C'est très important pour nous et c'est quelque chose de fondamental sur lequel nous travaillons énormément. Ça veut dire que vous qui ne portez pas de lunettes aujourd'hui, demain, vous en porterez ? Alors, je n'en porte pas, mais normalement j'en porte. J'en porte pas maintenant. Effectivement. Mais ça veut dire que les gens qui n'en portent pas... en porteront pour bénéficier en fait de toute la valeur ajoutée de la réalité augmentée. Oui. C'est aussi un changement sociétal important en fait. Effectivement, c'est tout à fait ça, et c'est là que l'acceptabilité sociale de la technologie est clé et que nous cherchons les codes, les bons signaux pour que chacun puisse être complètement à l'aise avec porter cette technologie ou être entouré de gens qui la portent. Lucas Perrodin, on imagine, ça pourrait sortir quand ces lunettes ? On a déjà des dates, des ébauches de calendrier ? Alors, non, nous n'avons pas de roadmap aujourd'hui. Nous ne partageons pas de roadmap. Il y a littéralement des milliers de gens chez Facebook qui sont mobilisés pour... Bon, admettons 5 ans. Voilà, je dis n'importe quoi, dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces lunettes, par exemple ? Quels sont les exemples d'usages que vous pourriez nous donner ? Des usages existants les plus simples, la navigation, le GPS. Donc le GPS en surimpression sur les lunettes, plus besoin du téléphone, plus besoin de GPS dans la voiture, je navigue. L'apprentissage, je suis dans un musée, j'ai le narratif des œuvres, le contexte historique, etc. Il y a des applications qui sont potentiellement plus professionnelles. Je parlais de la chirurgie tout à l'heure. Oui, de la valeur ajoutée, enfin des informations en surimpression pour, par exemple, un chirurgien qui est en train d'opérer ou des choses comme ça. Le pouls, les flux, ensuite avec des capteurs augmentés, éventuellement la température, des choses comme ça. Donc voilà, très sincèrement,
Le plus difficile, c'est de savoir, pour commencer, sur quel cas d'usage travailler et se concentrer, parce que seule l'imagination est la limite. À partir du moment où on est dans une réalité augmentée et qu'on peut changer la réalité et la modifier en surimpression, tout est possible. Est-ce que ça va être la future montre connectée finalement ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on prend une Apple Watch, on a à son poignet les notifications, des informations santé, la météo, des choses comme ça. On peut imaginer que tout ce qui est sur cette montre se déporte en fait sur ces lunettes et que ces informations s'affichent. Je sais pas, moi je suis en train de vous parler, je pourrais recevoir une notification en disant que, je sais pas, moi j'ai reçu un SMS ou une chose comme ça. Ça va on va dire remplacer le téléphone à terme ? Ça va remplacer toute interaction, toute application potentiellement avec un téléphone, un ordinateur, une télévision, du contenu. Tous les cas d'usage sont éligibles à la réalité augmentée. Très bien. Quel est le rapport avec Facebook dans tout ça ? Le réseau social qu'on connaît, il y en a un ? Ou est-ce que c'est justement simplement une nouvelle branche qui essaie on va dire, de voir autre chose, d'investir sur autre chose ? Alors, c'est une très bonne question et c'est au cœur de la mission. Parce que nous pensons qu'en développant nous-mêmes la plateforme, nous allons pouvoir donner à nos utilisateurs des interactions sociales, les rapprocher, leur permettre de créer des communautés de manière plus importante, plus agréable et plus naturelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le téléphone, si je vous parle et que je regarde mon téléphone Facebook en même temps et qu'on parle tous les deux de la même chose sur Facebook, on n'a pas une interaction très intéressante, très enrichissante. Et avec des interactions en réalité augmentée, potentiellement, nous pourrions regarder la même réalité augmentée tous les deux et avoir des interactions qui soient beaucoup plus intéressantes et satisfaisantes. Alors qu'on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Exactement. Ou dans la même pièce. Puisque de toute façon, la réalité est augmentée, il faut que nous passions par le médium pour la voir. On parle de Facebook, mais c'est Instagram, c'est WhatsApp. Enfin voilà, c'est toute la galaxie, on va dire, des réseaux Facebook, en quelque sorte. Tout le système applicatif. Très bien. Un mot sur la VR. Donc là, qui est, on va dire, plus orienté gaming, j'ai l'impression, en tout cas, ou immersion, on va dire, gaming, peut-être aussi des applications professionnelles pour l'immobilier, par exemple. Il y a pas mal d'interactions assez intéressantes. J'ai vu que le Club Med, par exemple, faisait visiter ces villages en VR quand vous allez dans une boutique Club Med. Alors, c'est peut-être pas votre masque, mais en tout cas, on chausse un masque de réalité virtuelle et on visite le village comme ça. Juste un mot sur le jeu. Vous investissez avec les développeurs sur des jeux. Comment ça se passe ? Alors, oui, nous investissons. Donc, la semaine dernière, donc Beat Studio nous a rejoint, qui produit Beat Saber, qui est un jeu star en réalité virtuelle, qui est incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais si vous ne l'avez pas encore fait, il va falloir que j'essaie. Je vous encourage à le faire. Et en plus, maintenant, c'est en 360. Il y a des choses qui arrivent derrière vous. Enfin, c'est incroyable, immersif. Donc oui, nous investissons. Nous travaillons beaucoup avec les studios et principalement, nous voulons déployer la plateforme avec le plus grand nombre d'utilisateurs possible afin que les studios aient leur propre intérêt et leur propre écosystème économique pour vivre de la VR. C'est plus ça la mission que de sponsoriser les studios. Et Half-Life va arriver sur donc l'Oculus, qui est un jeu mythique, bien évidemment. Je crois qu'il y a une version VR qui doit arriver de Half-Life. Alors là, je ne peux pas vous en parler. D'accord. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. D'accord. Alors ça, c'est pour la VR, sujet hyper intéressant, mais il y a aussi, on va dire, une autre facette du hardware chez Facebook, qui est Portal. Alors c'est plus récent, ça fait 1 an que vous avez lancé d'abord aux US Portal, qui maintenant arrive en France depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Portal et à quoi ça sert ? Alors, Portal, ça sert à... Portal, pardon. Excusez-moi. Non, mais c'est moi. C'est moi. Ça sert à rapprocher les gens. Ça sert... Nous, étant Facebook, nous avons un très grand nombre d'utilisateurs quotidiens.
Et chacun d'entre nous a beaucoup d'amis sur Facebook. On a probablement plus d'amis dans cette ère que nous n'en avons jamais eu. Simplement, on n'a pas toujours des interactions très satisfaisantes. Il y a parmi nos amis un cercle de proches avec lesquels on aimerait toujours passer plus de temps, passer du temps de meilleure qualité, mais ça n'est pas toujours possible parce qu'on n'est pas toujours physiquement présent. Et ce que Portal permet de faire, c'est de se rapprocher et de passer à travers une expérience d'appel vidéo, que nous on appelle vidéoprésence, d'avoir l'impression d'avoir passé un moment avec les gens. Et Portal, ça permet, c'est comme, pour résumer, c'est comme avoir un réalisateur de télévision chez soi, c'est-à-dire que la caméra me suit, bouge, cadre sur moi, si quelqu'un rentre, il y a un grand angle, tout le monde est capturé en même temps, il n'y a pas besoin de tenir l'appareil, il est posé. Et ça permet de passer un moment ensemble, de discuter, de ne pas forcément toujours parler. Les temps de conversation sur Portal sont très longs en moyenne, par exemple, et d'avoir vraiment cette impression de passer du temps avec nos proches. Donc c'est de la visio, on est d'accord. C'est de la visio, mais c'est pas de la vidéoconférence, c'est de la vidéoprésence. Ça veut dire que et il faut vraiment l'essayer pour le voir. Hein. Moi, quand j'ai rejoint Facebook, on m'a dit qu'on allait faire de la visio. Je me suis posé la question, très sincèrement, pourquoi il y a tellement de solutions techniques, de services. Oui, et puis, il y en a 5 dans ma famille maintenant, des Portal, donc ça doit, pour moi, forcément marcher. Moi, par exemple, qui habite loin de mes enfants, je parle avec Portal avec mes enfants, et ça me permet de passer 1 heure avec ma fille, de lui raconter une histoire. Elle fait ses devoirs, on se parle, voilà. Donc ça donne vraiment une impression de présence. Quand on raccroche, est-ce qu'on a passé un moment ensemble? Est-ce qu'on a fait un appel? En tout cas, c'est très agréable. Ça apporte une proximité qu'on n'a pas avec le téléphone, on va dire. Et voilà, c'est-à-dire qu'en plus, on peut faire autre chose, on peut montrer des choses. Enfin voilà, on voit vos pubs en ce moment à la télé qui voilà, montrent des scènes en fait de vie. Hein, et voilà. C'est rigolo parce qu'en plus, vous vous positionnez. On a l'impression que vous essayez de charmer les grands-parents aussi, de par la facilité d'utilisation de cet objet. C'est amusant de la part de Facebook d'essayer de toucher cette cible-là, non? Alors, c'est paradoxal, mais ça se passe plutôt dans l'autre sens. Il y a chez Facebook ce qu'on appelle les emerging usage, c'est-à-dire que nous, on sort une technologie qui est censée faire quelque chose, et il se trouve que les utilisateurs en font autre chose ou pas forcément ce que nous avions prévu à l'origine. Et il s'est trouvé que Portal, ça vient du fait, on a un grand nombre de statistiques sur la question, qu'on passe beaucoup moins de temps avec les gens qu'on aime que ce qu'on pense dans notre vie. Et on a toujours l'impression qu'ils sont accessibles, qu'on aura le temps plus tard. Et finalement, ça n'arrive pas. Il y a une statistique que j'utilise souvent, qui est celle de Tim Urban, qui dit qu'à posteriori, il s'est rendu compte qu'à la fin du lycée, il avait déjà passé 93% du temps de vie entier qu'il avait passé avec ses parents. Et le reste du temps, il aurait voulu en passer plus, il a toujours pensé avoir plus de temps, et finalement, ça ne s'est pas matérialisé. Et nous, c'était vraiment ça, cette potentialité pour les gens de les reconnecter, et pas forcément les générations, les amis. D'accord. Et il se trouve que on s'est rendu compte que l'utilisation principale, le cas principal, c'était grands-parents, petits-enfants. Et donc, et que vous n'aviez pas envisagé dès le départ. On l'avait envisagé comme un cas, mais pas de manière aussi forte. Dans cette proportion. Un mot sur la vie privée, parce que quand on se dit que Facebook sort on va dire un cadre avec un appareil photo, un micro, quand on sait que vous avez quand même une réputation, on va dire de suivi de la vie privée qui est plus ou moins réussie, hein, il y a eu malgré tout des histoires un peu compliquées concernant la vie privée sur Facebook. Est-ce que ça fait pas peur aux gens, malgré tout, d'avoir un cadre Facebook à la maison allumé tout le temps? Alors, d'abord, c'est une interrogation qui est légitime. Nous sommes Facebook, nous avons une responsabilité immense, on s'en est très bien rendu compte ces dernières années, mais paradoxalement, ça nous a donné dans la construction du hardware une mission supplémentaire qui est qu'il est très important que les gens soient à l'aise. Pour passer un bon moment avec les gens dont on est proche, il faut qu'on se sente émotionnellement en sécurité. Oui, qu'on se dise pas je suis espionné, quoi. Voilà. Et donc,
on a vraiment pris ça en compte et on a mis la confidentialité des données au cœur du design même physique du produit. Donc lorsqu'on a designé Portal, le cahier des charges, c'était comment est-ce qu'on rend les gens extrêmement à l'aise avec l'utilisation de Portal, comment est-ce qu'on leur donne la paix d'esprit dans l'utilisation. Et donc Portal, par exemple, il y a des fonctions qui sont uniques. Par exemple, la caméra et le micro se déconnectent électriquement et pas électroniquement comme c'est le cas sur tous les appareils aujourd'hui. Donc j'ai un petit bouton physique pour déconnecter la caméra qui et le coupe micro. L'électricité. Et pourquoi est-ce que c'est important, électrique et non électronique? Parce que lorsque c'est électriquement déconnecté, on ne peut pas le hacker. Il n'y a pas de solution logicielle pour le remettre. On ne peut pas remettre le courant en fait. À distance ou de façon logicielle. Il y a également une obstruction mécanique de la caméra et du micro. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs comptes sur Portal, mais chacun avec un code d'entrée. Et il y a une encryption, un cryptage en français, des données qui est fait de bout en bout. C'est-à-dire que nous ne stockons pas les données d'appel sur notre serveur. Ils sont codés sur le Portal et ils sont décodés sur le Portal où il arrive. Donc nous ne voyons pas les données. C'est vraiment les points essentiels que nous avons déployés sur les machines afin que les gens soient à l'aise avec l'utilisation. Il y a de la concurrence sur ce marché, mine de rien, parce que quand vous me parlez de Portal, j'ai l'impression que d'évoquer les Amazon Echo, d'évoquer toute la gamme Nest de Google, etc. Alors même si votre positionnement est légèrement différent, parce qu'évidemment on a accès à Facebook, il y a la richesse de Facebook, etc. Mais on peut faire de la visio, enfin il y a Alexa, on n'a pas parlé d'Alexa, mais il y a Alexa sur Portal aussi. C'est la guerre des assistants vocaux et de ce type d'appareil là. Alors, c'est très intéressant parce que, encore une fois, je vais prendre un peu le contre-pied. Notre challenge à nous, c'est d'expliquer ce que fait Portal. Parce que Portal fait quelque chose de totalement unique. Il n'y a aucune solution alternative à Portal aujourd'hui dans l'expérience de vidéoprésence. Oui, mais la vidéoprésence, je peux la faire avec, par exemple, les nouveaux Echo Show, par exemple. Ça fonctionne. Alors, vous pouvez faire de l'appel vidéo. Oui. Mais pas de la vidéoprésence. Alors, je vous garantis, si vous essayez, ça vous laissera une impression mais complètement différente. Il n'y a pas cette réalisation en direct dont vous parlez, où on zoome sur les personnes, où la caméra tourne quand elle suit les individus, etc. C'est ça que vous voulez dire? Voilà. Et nous, notre principal challenge, c'est d'expliquer ce que fait Portal sans que forcément que les gens puissent l'essayer. Ou alors, essayer d'avoir un intérêt du grand public pour Portal, en expliquant ce qu'est la vidéoprésence. Et vous voyez que là, en ce moment, je suis en train d'avoir du mal à vous l'expliquer parce que, encore une fois, moi, il a fallu que je l'essaye pour que ça marche et maintenant, je comprends. Mais c'est très différent. C'est très différencié comme expérience. Donc, finalement, c'est pas l'identification au smart home dont vous parliez qui est notre challenge, c'est la différenciation et l'explication de qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'on fait. Nous, c'est la vidéoprésence, c'est passer du temps avec ses proches, c'est des expériences de réalité augmentée, pouvoir raconter les trois petits cochons à votre enfant à distance avec des masques de réalité augmentée. Oui, parce qu'il y a évidemment tous les filtres. Voilà, pour que tout le monde passe un très bon moment dans la famille. Ça n'est pas la proposition de valeur de Smart Home en général. Ça coûte combien, Portal? Il y a plusieurs modèles qui existent. Il y en a même un qui se greffe sur la télé, j'ai vu. Portal TV. Portal TV. Exactement. Alors, on a 3 formats différents. On a Portal TV, donc qui est une caméra qui se pose sur la télévision. On a Portal Mini 8 pouces qui fait 129 €. On a Portal à 10 pouces, un écran de 10 pouces qui fait 179 €. D'accord. Et puis donc la télé, le système télé. Le système télé, oui, dont j'ai parlé au début. Et donc l'écran, c'est l'écran de votre télévision. Donc là, il est aussi grand que votre télévision. Est-ce que toutes ces incursions dans le hardware sont là aussi pour anticiper ce qu'on a vu là récemment, en fait la baisse de la fréquentation de Facebook, notamment en France, Lucas Perrodin? Alors, moi, je ne suis pas au courant de baisse de fréquentation de Facebook en France, si c'est votre question. Donc je n'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis dans la réalité virtuelle. Mais d'accord. Quand les derniers chiffres que nous avons publiés, c'était en octobre. Non, mais il y a un tassement, on voit, de l'utilisation et des abonnés de Facebook dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la courbe de croissance est en train de fléchir un petit peu.
Alors, encore une fois, moi, je suis pas habilité à commenter ça vraiment en profondeur, mais bon, je sais que je vais vous donner des exemples en France. On a publié en octobre 36 millions d'utilisateurs hebdomadaires, 27 millions d'utilisateurs quotidiens. Par rapport à l'année précédente, c'est 1 million de plus. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un tassement. D'accord, donc on n'a pas les mêmes chiffres, visiblement. Apparemment. Enfin, moi, j'ai les chiffres de Facebook, a priori. Donc. Merci en tout cas à Lucas Perroder pour toute la partie hardware qui est hyper intéressante. On voit que une entité comme Facebook dépense des milliards sur des objets qui vont peut-être changer notre quotidien, que ce soit la VR ou aussi donc tout ce qui est portable. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que De quoi je me mêle est diffusé sur RMC dimanche matin. On est aussi en version audio, j'allais dire en VF, mais en version audio sur rmc.fr, puis la version vidéo qui vous attend sur 01net TV et sur la chaîne YouTube de 01 TV. Merci d'être là et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.